Bonjour et bienvenue dans mon podcast What's Your Green Plan? L'objectif de ce podcast est de créer un espace de discussion autour de la durabilité en explorant comment des leaders d'opinion, entrepreneurs, freelance, solopreneurs et citoyens engagés comme vous perçoivent et intègrent la durabilité dans leur quotidien professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Antoine. Antoine, est-ce que tu peux te présenter rapidement un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Eh ben, très bien. D'abord, merci beaucoup Alexia. Je pense que c'est effectivement un sujet aujourd'hui qui devient vraiment transversal. Donc, et puis, bon, ben, moi rapidement. Donc, Antoine Blanchis, je suis maintenant mentor pour dirigeants d'entreprise. Donc, ça veut dire que j'aide les dirigeants d'entreprise à répondre à leurs défis quotidiens. Alors, d'abord à leurs défis par rapport à leur entreprise. Donc, un sujet plus à voir avec la stratégie de leadership. Et puis, de toute façon, quand on parle avec des humains, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à les confiner dans un espace. On a beaucoup plus que ça. Et aussi, j'adresse des questions personnelles, mais indirectement. C'est un byproduct, on va dire, par rapport à ma première offre, qui est, vous êtes dirigeant d'entreprise et vous recherchez une clarté, vous voulez atteindre des objectifs très ambitieux ou vous voulez réaccélérer, eh bien, je suis là pour vous aider. Superbe. Et justement, pourquoi moi je t'ai invité? Parce que je sais qu'avec déjà ton expérience de plus de 20 ans et puis ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu apportes dans ton programme d'accélération, potentiellement, on peut arriver à des questions autour justement de la durabilité. Et Ouais. donc, j'étais persuadée de la pertinence de ton expertise là-dessus. Alors, merci à toi d'avoir accepté. Mhm. Maintenant, première question que je voulais te poser, c'est une question toute simple, finalement autour de la définition. Pour toi, quand tu entends durabilité, ça te fait penser à quoi? C'est surtout la question d'équilibre. Quand on parle de durabilité, en fin de compte, on a plusieurs équilibres à respecter, qui sont un équilibre ben justement qui a à voir est-ce que je crame tout aujourd'hui ou est-ce que je veux à 100% jouer la carte argent, par exemple, ou bien bah, j'estime que dans ma vie, ça ne se limite pas simplement à rendre heureux mon banquier. Et donc, je fais d'autres paris. J'ai aussi des liaisons familiales, des amis. J'ai aussi des enfants. Enfin, on a tous. C'est pas moi. Quand je dis j'ai, je me mets à la place du dirigeant. Mais je dirais c'est avant tout une question d'équilibre. Et l'équilibre, justement, se définit il n'y a pas un chemin correct. C'est à chacun a son propre chemin. Il n'y a pas vraiment de chemin correct, mais en quelque sorte, on sait très bien que si on pousse un curseur, on suroptimise un curseur, d'accord, l'efficacité managériale, la productivité, la performance, le profit, eh bien, on a le fait d'avoir suroptimisé un facteur, ça dégrade d'autres facteurs d'existence et justement, ben, notre existence ici, elle est vraiment pluridimensionnelle. Super. Est-ce que toi, tu as toujours été, sensible aux questions de durabilité? Que ce soit sur un point un petit peu, tu vois, un peu long-termiste, penser, sur du long terme ou des questions par rapport à, la protection de l'environnement aussi, qui fait partie de la durabilité? Ouais. Bah, 2-3 choses effectivement. Bah, la première chose, c'est il y a beaucoup globalement l'homme, nous les hommes, nous sommes présents sur une terre où il y a plein d'autres choses que nous-mêmes et par conséquent, cette question d'équilibre, elle se pose. On est maintenant 8 milliards d'habitants. Je dirais, on a un potentiel sur cette terre pour pouvoir abriter, pour pouvoir donner à manger, etc., nourrir, alimenter en général, pas seulement en termes de calories et de vitamines, mais 9 milliards d'habitants, 9 ou peut-être même un peu plus. C'est pas un sujet. La question principale, c'est justement de trouver le bon curseur. Alors, on peut parler des choses qui sont pas bien. Bah, on a tellement poussé le curseur profit, par exemple, performance, que bah, on oublie notamment un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la régénération
naturelle, c'est la biodiversité qui est vraiment un sujet. On a une énorme richesse dans la biodiversité. Une de mes missions, c'est en termes de durabilité, de développer la diversité au sein des entreprises. Donc, et la diversité au sein des entreprises, c'est pas seulement une question de couleur ou de genre, pas genre, c'est surtout permettre à chacun de pouvoir contribuer positivement à l'entreprise, d'être reconnu pour sa contribution, d'être écouté, d'être respecté. Donc, en quelque sorte, vraiment, nous ne sommes pas seuls sur Terre. Alors, les religions qui ont lancé cette civilisation occidentale sont des religions qui nous ont dit nous sommes les représentants de Dieu sur Terre et donc la nature est à notre disposition. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que c'est plus vraiment comme ça et que effectivement, si on continue à surexploiter les ressources, eh bien, à un moment donné, les ressources vont être limitées, peuvent être limitées. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point aussi, on a tous entendu parler de cette statistique. On ingurgiterait à peu près l'équivalent d'une carte de crédit par jour de plastique. Donc, on peut se dire, ou de matière plastique au travers de notre consommation alimentaire normale. C'est une statistique qui a été lancée. Alors, je dis pas qu'elle soit complètement juste ou fausse. C'est surtout que, effectivement, si on a de l'énergie nucléaire aujourd'hui, si on a de l'énergie combustible aussi, si on décide de tout passer en monoculture avec des engrais, etc., si on décide de trouver comme solution de santé que prendre des médicaments, à un moment donné, effectivement, notre organisme et le monde qui nous entoure va sentir cette rupture d'équilibre. Et il y a un effet boomerang assez fort qui apparaît et qui commence à se voir d'ailleurs. Donc pour toute cette raison-là, ça me concerne. Et la diversité est un sujet qui me touche très particulièrement. Et effectivement, le fait de pouvoir respecter et de permettre aussi une régénération naturelle de l'univers qui nous entoure et d'avoir aussi une forme de sobriété dans notre consommation, c'est des vrais sujets et des vrais sujets sur lesquels aujourd'hui beaucoup de dirigeants sont très sensibles. Donc si on essaye de regrouper peut-être 3 valeurs, tu dirais diversité, Ouais, sobriété et régénération. Est-ce que ce oui, serait c'est un ça. petit peu tes 3 piliers aujourd'hui, que, bah, tu défends quoi, sur la croissance durable finalement? Ouais, tout à fait. Et puis en sachant aussi que jusqu'ici, on n'a pas trouvé de système. On trouve des systèmes, on parle simplement de l'agriculture par exemple. On peut trouver des systèmes alternatifs. On parle beaucoup de vertical farming, on parle beaucoup de d'urban farming, de vertical farming, d'hydroponique, de plein de solutions. Mais on s'aperçoit qu'on n'a pas trouvé mieux que de la bonne vieille terre. Et que si on continue à pousser trop le curseur, à mettre des intrants, des engrais, des produits, des herbicides, des pesticides, etc., on s'aperçoit qu'on appauvrit la terre. Donc aujourd'hui, la vraie question alimentaire, d'abord, on va revenir sur la question alimentaire aussi, parce que c'est une question qui a à voir avec la santé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a de quoi fournir des calories, et on pourrait tous s'alimenter, par exemple, de McDo aujourd'hui, ou de Burger King, tous les jours. Ce n'est pas un sujet, on aurait nos calories et on aurait quelques vitamines. Mais en même temps, cette nourriture qui n'est pas une nourriture de diversité, qui n'est pas une nourriture qui fait que ben, notre corps rapidement sature complètement. Cette nourriture est trop propre, elle est trop nettoyée, il y a trop de produits chimiques pour la processer, pour arriver au maximum d'hygiène, alors que justement notre corps a besoin intimement de cette diversité. Et la diversité, c'est pas seulement une épreuve monacale. C'est pas, je vais pas faire de la diversité parce que c'est bon pour mon corps. Je vais faire de la diversité parce que c'est bon pour mon corps, parce que c'est bon, simplement. Donc, ce qui est bon pour, globalement, on peut se dire, moi j'ai toujours un critère. On sait que c'est bon quand c'est beau. Donc, un plat bien présenté, une œuvre d'art, eh ben, on sait que c'est bon parce que simplement c'est beau, donc ça nous reconnecte à quelque chose qui est plus grand que nous, qui est la beauté. Et aussi, on sait que c'est bon parce que justement, il y a de la diversité. Il y a un troisième critère aussi qui est important, qu'on a un peu oublié, enfin, qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Et pour moi, c'est un élément quotidien d'attention, c'est la fraîcheur de la nourriture.
Si la nourriture est déjà passée par une usine, si elle a déjà été processée, elle peut être de bonne qualité. Picard, c'est une nourriture de très très bonne qualité, mais elle n'a pas la même fraîcheur que si on va la chercher au marché, par exemple, chez les primeurs, ou encore mieux, si on va au bio et on va à la limite avoir le bonheur de retirer sa propre nourriture. Et ça, Alexa, tu le sais bien parce que toi-même, tu es une amoureuse de mettre les mains dans la terre et de cultiver une partie de ta propre nourriture. Et puis d'abord parce que c'est beau, un arbre c'est très très beau, bon, je suis très très affinitaire avec les arbres, mais en plus la question de la fraîcheur, c'est que le fruit, l'orange, n'a pas la même teneur de vitamines et n'a pas la même dose en quelque sorte d'énergie en général si elle a été cueillie tout de suite et consommée tout de suite, ou si on la retrouve au bout de quelques mois dans un litre de Tropicana, belle marque, j'ai rien à dire, mais effectivement en termes de vitamines comme de l'ensemble des propriétés du produit, parce qu'on regarde, ça a perdu sa vigueur. Les Chinois, par exemple, moi je suis très très proche de la philosophie chinoise en général, donc c'est quelque chose que je développe aussi avec mes clients, c'est la voie du Tao, c'est de faire, ne pas faire. Donc, on peut être très, très bon stratège parce que justement, on va utiliser les forces qui sont autour de nous, les fournisseurs. Des fois même, j'ai utilisé les concurrents. Contre eux d'ailleurs, mais j'ai utilisé les concurrents. Et donc, on utilise les collaborateurs. Enfin, l'utilisation, c'est pas un mot très. C'est-à-dire qu'on mobilise en quelque sorte un certain nombre de ressources autour de nous, justement pour obtenir un effet. Et les Chinois, ils ont bien cette sensibilité-là, puisque leurs plats en général ont des couleurs. Ils aiment bien rajouter des couleurs. Et ils disent deux choses. On ne s'alimente pas, et ça c'est vraiment un vrai sujet sur lequel les Occidentaux ont beaucoup plus de mal, on ne s'alimente pas que de vitamines et de calories. Donc, c'est pas seulement que la composition chimique qui nous alimente, mais c'est aussi ce qu'il y a dans l'assiette, dans la présentation de l'assiette. Et on a en plus en France des cuisiniers d'excellence. Et donc, le fait que ça soit bien présenté, eh bien, ça donne encore plus d'appétit et de saveur. Mais en plus, on s'alimente aussi avec les émotions, nos émotions. Donc, dire du mal des autres personnes ou dire du mal en général, même sur soi, et s'alimenter, eh bien, on mange quelque chose qui est pas bon pour nous. Voilà. Donc l'essentiel, moi je dirais de tout ça, c'est cette diversité, elle est fondamentale parce que si on mange, on peut avoir les meilleures tomates du monde, mais si on mange que des tomates, de toute façon on aura toujours un problème. Probablement beaucoup d'acidité et on aura une intoxication à la tomate. Donc c'est important d'avoir cet équilibre et cette diversité. Et puis la fraîcheur, c'est comme dans les relations humaines, eh ben, une relation authentique, un échange entre les personnes qualifie aussi une fraîcheur et ça donne une vraie qualité en quelque sorte. Et ça permet, même au boulot, même au travail, même dans des relations de patron à collaborateur, de client fournisseur, de fournisseur et de client, eh bien cette fraîcheur, elle est aussi un élément important de la performance. Super. Moi, ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que justement, tu donnes cette dimension 360 degrés à la croissance durable. Ce que moi, j'essaye justement de partager avec mon audience. Donc, je savais qu'il fallait que je t'invite. Là, je suis doublement convaincue. Non, non, mais vraiment beaucoup de valeur. Et je pense que ça fait aussi partie de ton rôle que tu as, tu vois, quand tu aides tous ces dirigeants. Mais justement, si on peut, toi, à ton niveau, pour toi-même, comment tu intègres concrètement, tu vois, si tu as des actions au niveau de la durabilité pour toi d'abord. Et ensuite, bah, ma deuxième question, c'était par rapport à tes clients. Ouais. Alors, par rapport à moi, le plus important, en quelque sorte, alors, je reviens un peu à ce que j'ai dit. Personnellement, la durabilité pour moi, c'est comment je gère mes énergies, sachant que le métier que j'ai commencé il y a plus d'un an et quelques maintenant, c'est un métier quand on est entrepreneur, quand on lance une aventure et j'ai une grande vision devant moi à lancer, et ben on n'arrête pas de travailler. Donc, ce qui est important, c'est d'abord, je suis mon chemin de passion. Donc, je suis complètement habité par ce que je fais. Je prends un kiff incroyable à échanger avec mes clients, à transformer leur réalité aussi. Donc, pour moi, c'est le chemin de la joie naturelle. Ça se décrète pas, mais ça se vit.
Et donc, la durabilité a beaucoup à voir ça. Quand on est en relation, pareil, par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, on est en relation à la beauté, on est en relation avec la joie, on est en connexion, et bien aussitôt les chemins s'éclairent, s'ouvrent, et on transforme le monde. Donc la première chose sur la durabilité, c'est par rapport à moi, c'est ça. Je vis ma joie, je vis ma passion, et donc naturellement, ça ouvre. Le deuxième point, c'est justement par rapport à ça, c'est comment on mobilise son énergie. Parce que si on travaille 7-8 heures par jour, ben, à un moment donné, moi en quelque sorte, j'ai une forme de discipline. Et donc je me reconnecte justement à la joie du corps parce que ben, c'est moi qui prépare à manger tous les jours donc chez moi. Et donc j'adore ça. Et c'est un vrai plaisir de choisir mes aliments, de préparer les recettes en fonction de ce qu'il y a dans le frigo, etc. C'est, c'est... Et donc cette reconnexion justement aussi et c'est un autre point que je vais explorer un peu plus tard. Il y a la joie de pouvoir interagir avec les personnes, de pouvoir transformer des vies autour de moi, et puis il y a la joie aussi en même temps transformer ma vie, et puis justement l'alimentation, les plaisirs du jour le jour, etc., etc. Et ça c'est vraiment une dimension importante. Donc je gère. Enfin c'est pas je gère, je règle mes énergies, je fais pourquoi pas un peu de Qigong le matin, le plaisir de prendre un thé. Alors moi je suis un fou de thé chinois et de thé japonais, donc voilà, de temps en temps j'ai des moments comme ça, ou des moments où tout se calme. Un peu de sport aussi, parce qu'il faut mettre le corps en mouvement, pas que le Qigong, mais aussi faire des fois des sports un peu plus un peu qui vont chercher un peu plus de muscles par exemple. Et puis écouter de la musique, enfin vraiment me connecter à ce monde-là, ça c'est pour ma durabilité à moi. Il y a la question d'une sobriété heureuse, c'est-à-dire que je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir respecter on ne peut pas avoir un standard de vie américain aujourd'hui. Et puis en même temps, c'est incroyable parce que ça ne retire aucun plaisir à la vie, quoi. Globalement, c'est un peu ça. Et Bien sûr. toujours, surtout pas dans un sens monacal. Voilà. Par rapport à ce que tu proposes à tes clients que tu accompagnes, tu as un programme sur 4 mois. Ouais. 4 mois d'accélération. Après, c'est toi qui nous expliqueras peut-être un petit peu plus, un petit peu mieux c'est quoi ces 4 mois. Mais est-ce que participer à un programme comme ça d'accélération, ça va vers de la durabilité ou comment ensuite tu fais pour durer après ces 4 mois? C'était une vraie Alors, question. voilà. Donc, il y a d'abord un premier débat qui peut s'installer, puisque de temps en temps, j'ai des gens qui commentent. Il y en a qui disent non, il ne faut pas de croissance. Il faut décroître. Chacun a ses convictions. Ma conviction, elle n'est pas du tout là. Le jour où on enlève à un humain sa capacité à se dépasser et à grandir, alors ça peut être en termes général, ce jour-là, on éteint l'humain quelque part. Et donc on le voit bien aussi parce que on est passé par des régimes historiquement, notamment le régime communiste, qui consistait à dire on contrôle, il y a quelqu'un qui contrôle les humains. Donc je crois fondamentalement dans la vertu de la croissance. Historiquement, on ne s'est pas trompé parce que le malthusianisme, ce qui consiste à dire on ne sera jamais assez d'humains, il y a un problème agricole, il y a un problème d'alimentation, il y a un problème d'énergie, le malthusianisme se trompe déjà depuis 150 ans à peu près, enfin depuis, oui, je pense 150 ans depuis qu'il existe. Donc on peut se dire, si on est en quelque sorte dans l'équilibre de ce qu'on fait, c'est-à-dire que si on ne surexploite pas, la nature est impressionnante de régénération. L'endroit actuellement dans le monde, l'un des endroits où la biodiversité est la plus élevée dans le monde aujourd'hui, c'est Tchernobyl. Donc ça veut dire que Dame Nature, on peut avoir une centrale nucléaire, etc., etc. Au bout de quelques années, la nature a repris ses droits. Il y a une diversité végétale et animale impressionnante. Et justement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humain. Alors, il y a une question d'équilibre. D'accord? Fondamentalement, il y a une question d'équilibre. Parce que on va pas faire. Il y a des radicaux qui disent qu'il ne devrait plus avoir d'humains parce que comme ça, la Terre sera beaucoup mieux. C'est absolument débile. Donc, moi, j'aime bien être dans le vert. J'ai la chance de pouvoir travailler avec une vue sur un jardin,
avec des arbres autour de moi, des caoutchoutiers, etc., etc. Donc, il faut trouver effectivement cet équilibre. Maintenant, alors pour revenir au programme, qu'est-ce que c'est que cette question des 4 mois? Les 4 mois, ça part un peu de la neuroscience en disant, ce qui est important, c'est de s'obliger à avoir des premiers impacts, des premiers résultats au bout de 4 mois. Voilà. Et c'est une condition de réussite des transformations. Quand on veut accélérer ses ventes, quand on veut changer la culture d'une entreprise, quand on veut apporter de l'efficacité, si on s'exprime, si on se dit on fait un plan à 1 an, 2 ans, etc., on sait qu'au bout de quelques mois, la motivation retombe, la concentration et le focus retombent, et donc les résultats n'apparaissent pas. Et c'est le cas pour 80% des transformations. Et donc voilà, donc tout l'objectif, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans les 4 mois pour que les gens voient des évidences que ça change. Pour moi, ça part de là. Quand c'est une grande entreprise, j'en accompagne quelques-unes, j'en accompagne deux actuellement, eh bien évidemment que les 4 mois, on doit manifester tout de suite des changements, mais on va se donner quelques temps de plus pour pouvoir y arriver. C'est clair. Mais cela dit, c'est important entre le deuxième et le troisième mois, il y a déjà des signes qui doivent arriver. C'est toujours ce que j'ai fait dans tous mes jobs. Je suis toujours débrouillé pour que, entre le deuxième et le troisième mois, il y ait quelque chose qui apparaisse. Voilà. Les 4 mois, ça correspond à quoi? C'est vous voulez transformer votre entreprise pour plein de raisons. Ou parce que vous êtes un patron et vous n'en pouvez plus de ramer pour tout le monde et vous êtes au bord du burn-out, je l'ai connu comme ça, ou parce que vous avez des objectifs très ambitieux et vous souhaitez exploser les compteurs et c'est difficile, voilà, ou parce que l'entreprise commence à tomber dans une pente qui est plutôt descendante, perdre 2-3 clients, etc. Et là, on veut relancer avant que ça soit trop tard, ou bien parce qu'il y a des difficultés opérationnelles, pas de trésor, ou la trésor disparaît un peu, ou des problèmes opérationnels. Et dans tous ces cas, il y a en quelque sorte, j'ai développé des méthodologies qui sont d'intervention rapide. Et la règle, c'est on prend une priorité, on la résout en 3, 4 semaines, 5 semaines au maximum. Puis après, on passe à une autre. Puis après, on passe à une autre. Puis après, on passe à une autre. Ça garantit le focus. La dernière chose qui est par rapport à cette méthode, c'est que je suis inspiré par 3 entreprises qui sont des entreprises mondiales et connues. Toyota, alors donc je vais en revenir après justement sur Toyota, parce que Toyota, c'est au cœur d'une réflexion déjà en quelque sorte de durabilité au départ. Et donc Toyota n'a pas eu d'autre choix que de commencer par devenir une entreprise très sobre. Voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, Apple, on est dans une polarité complètement différente, mais on est bien dans une entreprise qui a placé une vision. Et la vision d'Apple, c'est bien comment je fais pour réinventer l'humain au travers d'une interface. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé iPod, iPhone, des ordinateurs colorés, des choses comme ça. Donc, mais il y a une intention derrière Steve Jobs de réinventer l'humain. La troisième chose, et puis ça a passionné de design, ça a passionné de belles choses. Le troisième modèle, c'est le modèle Tesla. Musk, en fin de compte, lui, il veut réinventer l'humain, mais surtout, il veut réinventer l'énergie sur la Terre, la production, la conservation et l'utilisation de l'énergie sur Terre. Donc, il a commencé par un exercice très simple, c'est donc la voiture. Mais derrière Tesla, il y a bien la réinvention de tout le modèle énergétique sur la Terre. Et derrière Tesla, il y a Industrie 4.0, c'est-à-dire que lui-même, il a fait ses démonstrations de robots il n'y a pas longtemps. Il a envie d'automatiser à outrance. Il est dans la croyance de beaucoup de gens de Silicon Valley qui est de dire que le software va engloutir le monde, donc de pouvoir réinventer des systèmes et des innovations. Donc il y a 3 polarités différentes. On va dire l'école de l'intelligence humaine qui est Toyota, qui a été reprise par les 2 autres, par Apple et par Tesla. Voilà. Super. Est-ce que tu voulais nous parler du système Lean de Oui, Toyota? alors le Lean, c'est voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Toyota. Ce qui est très beau dans l'histoire de Toyota, c'est une entreprise régionale avec dans une région qui n'était pas très réputée au Japon. Et donc eux, ils ont dû, contrairement à Nissan par exemple, Nissan s'est inventé comme le General Motors japonais. Donc on va faire comme General Motors. Et ils en sont morts un peu plus rapidement que General Motors, puisque à la fin des années 80, Nissan est sur les rotules. Donc Toyota a inventé un autre système. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'argent à la banque, très peu. C'était une petite entreprise.
On était en économie d'après-guerre, donc il n'y avait pas assez de pièces pour pouvoir produire des voitures. Et ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour dire, ben, j'achète, contrairement à Nissan, Nissan pouvait acheter 10 000 voitures d'avance de pneus et de volants et de je ne sais pas quoi, et Toyota ne pouvait pas le faire. Donc depuis le départ, c'est un projet qui a visé deux choses. Un modèle ultra flexible et ultra agile pour pouvoir fabriquer la même voiture avec des pièces différentes, on va dire. Donc c'est un vrai défi. Et aujourd'hui, sur une chaîne Toyota, vous avez un 4x4 sur certaines chaînes, en tout cas, pas toutes, hein, mais vous avez un 4x4 Ignaris qui sortent juste l'un derrière l'autre. Donc c'est l'école de la super flexibilité et donc de l'adaptabilité. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le modèle Toyota pour adapter les entreprises, pour faire de l'adaptation rapide en entreprise. La deuxième chose importante, c'est qu'ils n'avaient pas la possibilité d'attirer des talents d'université, donc il fallait qu'ils créent leurs propres talents. Et donc le Lean avait ces deux visées, adaptation, sobriété, parce que comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, il fallait faire beaucoup avec pas grand-chose. Ça, c'est les deux premiers vecteurs. Et troisième, intelligence humaine. Donc c'est au centre du système Toyota, il y a l'intelligence humaine, et plus tard, ça a donné du Lean, mais le Lean est déjà la récupération occidentale du système Toyota. Donc on a retenu la sobriété, mais souvent la sobriété, ça se traduit par, à la fin du projet Lean, on vire 10%, 15%, 20%, 30% les gus. C'est comme ça que c'est souvent traduit dans l'inconscient collectif. On a de l'adaptation, ça oui, super. Beaucoup d'entreprises dans le monde ont retenu cette question d'adaptation. La troisième chose, l'intelligence, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et je développe dans les grandes entreprises notamment, mais aussi dans les PME, de ce que nous on appelle pompeusement en France, moi j'aime pas trop le terme intelligence collective, mais qui fait partie du Lean. C'est je fais que même le collaborateur qui se trouve sur sa chaîne de montage, je m'arrange pour qu'il parle avec l'ingénieur, pour que l'ingénieur arrête de concevoir des voitures qui fonctionnent pour le client finaux, mais qui sont l'horreur à monter pour l'opérateur. Voilà. Et donc, on est dans un système vraiment de développement de l'intelligence. Ce qui est fort chez Toyota, c'est que Apple a repris le même système. La gestion de projet chez Apple a repris l'essentiel de Toyota, comme la gestion de projet chez Tesla. Très curieux. Voilà. Donc, c'est des systèmes extrêmement puissants et qui ont l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent que le manager est toxique, que la culture d'entreprise est défavorable. Et donc, ce modèle, justement, qui est de dire on va respecter la diversité humaine, dans ce cas-là, Alexia et Antoine n'ont pas exactement les mêmes backgrounds, les mêmes goûts, les mêmes affinités, les mêmes expertises aussi. Donc, je vais utiliser l'expertise de chaque personne pour justement retirer la plus grande valeur pour l'entreprise. Super. Tu connais, et je pense que tu en as déjà parlé, la méthode Kaizen. Ouais. Pour toi, en fait, si tu es dans une entreprise où justement ils se disent, on va faire un petit pas après l'autre et puis on va avancer, on avancera. Est-ce que pour toi, ben, il faut quand même qu'il y ait des moments où tu aies des accélérations? Toujours, je reviens, tu vois, à ton programme de 4 mois. Est-ce que Ouais. tu penses que ça joue pour ta durabilité? Que c'est bien de faire des petits pas, mais que de temps en temps, il faut un coup de boost pour les entreprises? Je dirais, dans la pratique d'organisation, la vraie difficulté, il y a deux choses. Il faut séparer deux choses, je pense. D'abord parce que le Kaizen, c'est la manière la plus rapide d'avancer, indépendamment de tout. Donc là, quelque part, ce qui permet au niveau de toute une entreprise, okay, je ne parle pas de toutes petites unités comme des startups par exemple, mais en tout cas au niveau de toute une entreprise et d'une startup quand elle commence à grandir vite, eh bien la manière d'aller le plus rapidement possible, c'est de faire du Kaizen. Parce que le Kaizen, c'est une discipline qui est, il y a un problème, je résous tout de suite si ça fait du sens. Il y a une obligation à résoudre tout de suite. Et les méthodes agiles qui se sont imposées dans le développement informatique, elles sont inspirées du Kaizen et du Lean. En quelque sorte, la meilleure manière de faire vite, c'est de faire un pas à la fois et d'améliorer de manière continue. Première chose. La deuxième chose, et c'est la capacité d'une entreprise de générer une vision. D'accord. Une dernière chose aussi, c'est que l'avantage des petits pas, c'est que ça permet à chacun, vous voyez,
on avait un problème, on l'a résolu tout de suite. D'accord? Donc, c'est un exemple que je donne aussi, c'est que Elon Musk avait un problème pour faire le ramping up, donc l'accélération de sa production chez Tesla. Eh ben, il a demandé à installer un lit sûr dans son usine et il y a dormi pendant, il me semble, 3 semaines. Et il était avec les ouvriers, il était avec les ingénieurs, il était avec les spécialistes. Il n'a pas décollé, c'est un obsessif, pardon, ou obsédé, peu importe. Il n'a pas décollé de l'entreprise tant qu'il n'avait pas résolu ce problème. Et ça, c'est du Kaizen, quelque part. C'est une manière de résoudre des problèmes qui entre vraiment dans le Kaizen. D'accord? Ça, c'est vraiment un point. Le deuxième point, et donc c'est pour ça que l'accélération se fait avec du Kaizen. Et le plus difficile dans une entreprise, c'est que les gens, ils s'attendent à ce qu'il y ait des Big Bang. Mais je n'ai jamais vu un Big Bang fonctionner en entreprise. Et encore plus quand elles sont grandes. Ce qui fonctionne, c'est la vision. Donc, je veux replacer l'entreprise sur une trajectoire qui est la trajectoire X ou Y. On va parler après de Toyota, parce que c'est très peu connu en. Et maintenant, entre la distance, c'est-à-dire moi j'ai envie de monter une montagne et je suis tout en bas dans la vallée, et donc en quelque sorte, pour aller là-haut, donc la vision a une force pour ce qui est de donner une boussole à toute l'entreprise. Maintenant, pour y arriver, il y aura quelques sauts quantiques qui ont plus à voir avec de l'innovation, et tout le reste des sauts, et dans certaines entreprises, c'est des sauts quantiques aussi, c'est du Kaizen. Donc, en quelque sorte, rapidité Kaizen, c'est une des meilleures manières c'est peut-être la manière la plus rapide pour incrémenter et faire que justement cette promesse de 4 mois, elle puisse être tenue. C'est le Kaizen. D'accord? Maintenant, une des manières d'y arriver, c'est la vision. Et pour certains entrepreneurs qui ont des objectifs énormes, par exemple, on ne commence pas par du Kaizen, on commence par la vision. Voilà. Donc, on fait 1 mois d'exercice de vision. Et au bout de cet exercice de vision, on a défini une trajectoire et on entre en Kaizen au 2e mois. Voilà. La dernière chose que je voulais dire, c'est que Toyota en Occident est interprété comme une entreprise qui n'a pas une vision très forte. Et ça, à savoir avec les cultures, globalement. Il y a 2 grandes cultures, enfin, il n'y a pas de grandes cultures, il y a une culture américaine qui, elle, nous habitue à des effets Barnum. Donc, Musk, Steve Jobs, éventuellement un Gates à son époque. Ces grands patrons, ils font de la production cinématographique. Et c'est pas pour rien que Silicon Valley, c'est à 2 pas d'Hollywood. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi, je ne vais pas me contenter, comme Toyota, de faire mon pas où je suis un petit constructeur régional et je deviens un leader mondial. Toyota est devenu numéro 1 mondial à un moment donné. Je veux raconter dès le départ à tout le monde que je veux être leader mondial. C'est Steve Jobs et c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est je veux être le premier à faire une fusée qui décolle et qui réatterrit, qui redécolle derrière. D'accord? Donc on est dans un système de vision. Il faut que j'y arrive. Je crée le système. Les Américains publicitent ça. Toyota l'a fait, puisque Toyota, ça a été le champion des voitures hybrides. La première, j'ai oublié le nom de la voiture, du coup, pour le coup, mais la première Prius, c'est eux qui ont industrialisé la première voiture hybride, qui était déjà une première solution par rapport à consommer beaucoup moins. Voilà. Et quand on voit leur programme en 2050, ils ont écrit plusieurs choses qui veulent la neutralité dans la fabrication de la voiture et dans l'usage de la voiture, ce qui peut nous sembler assez dingue aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc ils se disent, on se réserve 2050 pour nous, la voiture doit être un bien qui est neutre carbone sur cette terre. Et en plus, on veut avoir des usines avec de la forêt à l'intérieur. On veut mettre de la forêt dans les usines. Voilà. Et ça percute beaucoup chez les Japonais parce que dans toute leur ville, il y a beaucoup d'arbres. Et c'est un sport national au Japon que d'aller visiter les arbres, que ce soit les cerisiers quand ils fleurissent, ou faire des balades en forêt. Alors justement, je rebondis puisque là, on a parlé beaucoup durabilité des entreprises, qu'est-ce que tu dois mettre en place au niveau vision, émotion, technique. Mais par rapport à tout ce qui est un petit peu impact environnemental,
Qu'est-ce que toi, tu entends autour de toi? Quelles sont les conversations, tu vois, que tu peux avoir avec des dirigeants? Parce que j'imagine quand même que quand tu accompagnes, des entreprises, la question se pose. Alors, on va dire que dans cette échelle de temps de 4 mois, jusqu'ici, elle ne s'est pas posée directement. Elle peut se poser indirectement, mais pas directement. Voilà. Jusqu'ici, j'ai une activité qui a commencé il y a un an. La curiosité aussi, c'est qu'en 2022, j'ai voulu créer un cabinet avec d'autres personnes de durabilité. Mais ça a fini par ne pas se faire, un peu par affinité avec les associés. Et après, j'ai fait mon chemin, etc. Cela dit, aujourd'hui, de plus en plus de dirigeants y pensent. Donc moi, j'ai travaillé, j'ai aidé une entreprise qui s'appelle Simalto avec un patron et donc lui, il travaillait donc, il développe actuellement. C'est une entreprise qui fait de la couverture de toit pour des industries, d'accord. Et il a un brevet de toit végétalisé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des réflexions qu'on a posées, c'est justement comment on peut devenir game changer par rapport à ce type de solution. Et aujourd'hui, la question de la durabilité, c'est du game changing. J'ai discuté aussi avec d'autres clients, etc., sur ce sujet. Donc, je dirais que dans l'échelle de temps de 4 mois, j'ai pas eu cette question-là parce que je me présente pas non plus comme un spécialiste de RSE. Ce qui se passe souvent dans le RSE, et notamment en France, c'est qu'il y a beaucoup de personnes pour faire de la certification Bicorp. Il y a beaucoup de personnes pour faire, on fait du RSE, mais on fait un peu on top par rapport à ce que fait l'entreprise. C'est ce que font 90% des gens dans le RSE. Cela dit, la vraie question, c'est et le système qui est dessous. C'est-à-dire que une entreprise, je prends un exemple, on sait très bien que le plastique, ça pollue les rivières et la mer. Ça, tu as fait des posts dessus, Alexia, j'en ai fait un ou deux là-dessus, etc. Le problème de tout ça, c'est que on n'a pas trouvé de vraie solution encore pour remplacer les bouteilles de plastique. La seule solution, c'est la bouteille de verre, mais la bouteille de verre a d'autres problèmes. C'est-à-dire que elle est beaucoup plus lourde à transporter, elle est plus chère à produire. Donc, pour une bouteille d'1 euro, ça veut dire que c'est quand même plus cher à la fin. Et donc, on n'a pas trouvé encore de vraies solutions. Jusqu'à quel point les industriels de bouteilles d'eau ou de Coca-Cola ou de boissons en général vont accepter de passer du plastique jusqu'au verre. Entre-temps, ils ont tous des politiques RSE, ça c'est évident. Mais le vrai sujet aujourd'hui dans l'Occident, c'est que on a créé donc la révolution industrielle du XXe siècle, c'est Taylor et Ford. Et aujourd'hui, Taylor et Ford, eux, ils savent très bien faire. Et c'est pour ça qu'on fait de la durabilité aujourd'hui, parce que Taylor et Ford a trop bien marché. Globalement, on a fait de l'économie d'échelle. On a mis des artisans qui étaient chez eux dans leurs échoppes, on les a mis dans une usine, on a organisé le travail pour eux. Et aujourd'hui, effectivement, ce système qu'on considérait d'extractif, c'est-à-dire que je fais de la masse, donc il faut que j'extrais de la céréale en masse, de l'eau en masse, du plastique en masse, de l'énergie en masse, et ben ce système, effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est en train de remettre en cause notre qualité de vie. C'est ça dont on s'aperçoit. Et donc aujourd'hui, c'est quelles sont les alternatives? Eh ben, Toyota est éventuellement une alternative, c'est évident. Toi, Alexia, tu fais partie avec le programme auquel tu collabores à des innovations de start-up pour trouver des solutions. Mais cela dit, en quelque sorte, changer le taylorisme et le fordisme, c'est vachement dur. Et on le voit dans nos constructeurs français. Le Stellantis maintenant, eh bien, quelque part, quand même, on discute en Europe, les Italiens ont commencé à le dire, est-ce que on y gagne, on est tellement gagnant en remplaçant les moteurs diesel et en mettant de l'électrique à la place, est-ce qu'on est si gagnant que ça? Alors, ça se discute largement. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces emplois? Donc aujourd'hui, le plus difficile, c'est comment je fais pour réinventer un système qui a été construit dans une logique, qui est la preuve aujourd'hui, si on a un niveau de confort incroyable en Occident, c'est du fait de Taylor et Ford. On les remercie, d'accord. Le sujet aujourd'hui, c'est on a gagné, on a cet acquis, on a tous gagné cet acquis, donc on est tous dans des maisons très confortables, on peut choisir, on mange et ça coûte pas très cher en plus par rapport
à ce que ça coûtait il y a encore très longtemps. On a tous nos voitures, etc., etc. Donc le sujet, comment je fais pour réinventer? Et une des choses qui est une des manières les plus efficaces de réinventer le système, c'est de faire du lean green. Donc c'est de développer justement des systèmes de sobriété au sein des entreprises et de vrais questionnements. Je parlais de l'exemple de la bouteille plastique, la bouteille de verre. C'est une vraie question. Voilà. Mais pour qu'on puisse faire cette bascule, ça veut dire que la bouteille que je vais chez mon Franprix ou mon Carrefour, avant, j'avais une bouteille, je pouvais acheter, j'avais une petite soif, j'allais chercher une bouteille, ça me coûtait évidemment beaucoup moins d'1 euro. En verre, ça va coûter plus cher. Et qu'est-ce que je fais avec le verre? Est-ce que je le mets à recycler ou pas? Est-ce que je paye une consigne ou pas? D'accord? Et donc, le sujet, c'est que ces réponses aujourd'hui, dans cette logique du système qu'on a installé, sont difficiles. Bien sûr. Donc, le lean, Après, et voilà. Oui, vas-y. Alexia, je t'en après, prie. ce que je pense que c'est qu'il y a aussi dans tout ça, au cœur de tout ça, le sujet de l'impact. C'est-à-dire que quand tu veux justement transformer un système ou une industrie et que tu vas aller vers des nouvelles technologies, eh ben, il faut savoir mesurer ton impact. Parce que quand on parle d'impact, on parle de data. Et souvent, aujourd'hui, on est encore un petit peu jeune pour s'assurer que les calculs sont bons. Tu parlais d'équilibre aussi. Donc, est-ce qu'on est vraiment à l'équilibre? Quelquefois, une super technologie peut développer autre chose qui va être un peu moins positif. Et donc ça, c'est voilà, c'est réussir aujourd'hui avec ton impact d'être à l'équilibre et pouvoir savoir tout ce qui va être additionnalité, externalité, mesurabilité. Je pense que c'est un petit peu les 3 défis, en tout cas, dans le Ouais, secteur où moi je travaille, tu vois? Donc ça ouais. résonne vachement avec ce que tu viens de dire. Ouais, alors la question de la mesure, effectivement, c'est là où la plupart des startups se sont engouffrées. J'en connais beaucoup. Moi, j'ai un ami aussi de mon école de commerce qui a fait ça, qui a lancé son système de mesure, qui est assez efficace d'ailleurs. Donc, on a commencé par la mesure, voilà. Mais en même temps, on a besoin de mesurer pour après avoir des impacts, ça c'est clair. Cela dit, on n'a pas encore des vrais impacts. Et justement, c'est un des sujets, c'est-à-dire que il y a, moi, ce que je note aussi, c'est notre volonté de bien faire, mais toute la difficulté de le faire. Et c'est une des recommandations, effectivement, que je ferai par rapport à ça, c'est on peut faire bien sûr des programmes qui vont être un peu plus longs, qui sont plus longs que les 4 mois. Et il faudrait avoir des programmes de green lean pour accompagner ça. J'ai travaillé un peu dans le secteur de la construction en durabilité. Donc il y a des systèmes de certification qui sont du BREEAM. Je ne sais pas si enfin bon bref, il y a du BREEAM, il y a deux trois systèmes de référence de certification. Où là pareil, on certifie comme Bicor, on certifie. Mais en quelque sorte, le temps qu'on certifie, c'est le temps qu'on n'a pas repensé tout le sujet, tout le système. Les économies, on peut les faire. On n'a pas encore collectivement décidé de faire ce deuil en disant, bah, par rapport à mes actionnaires, je vais leur proposer une trajectoire de profit qui n'est pas la même, de résultat net qui n'est pas la même. Et pour l'instant, c'est très rare ceux qui ont fait ce mouvement. Voilà. C'est pour ça que les nouveaux entrepreneurs ont cette possibilité, c'est qu'ils partent de zéro. C'est peut-être un peu plus facile pour eux. Mais ils doivent convaincre aussi des actionnaires qui leur disent, bah attends, j'ai pas envie d'attendre 20 ans pour récupérer de l'argent. Donc on a une contradiction interne énorme. Donc le lean, le Kaizen, est une façon d'y aller, à mon sens, un peu plus rapide que par la technologie. La technologie accompagnerait, dans mon sens, mais ça ça n'engage que moi. Mais je dirais que le lean est une manière, à mon sens, en balançant un peu plus la technologie et le lean, c'est une manière vraiment d'y arriver. Mais tu vois, quand tu parlais de financement, en même temps, aujourd'hui, si tu vas chercher de l'argent, en tout cas dans les prochaines années, si tu es pas sur un chemin de durabilité prouvé, tu vas avoir du mal à récupérer de l'argent maintenant. Déjà, il est de plus en plus difficile aujourd'hui, hein, Ouais, de se faire financer et pour se faire financer, bah, tu dois prouver que, bah, potentiellement déjà que tu as une bonne idée et cetera, mais dans tout ça, que tu es sur un chemin, justement les critères ESG. Et donc, en fait, j'ai envie de te dire que si aujourd'hui, tu es un nouvel entrepreneur et tu prends pas ce chemin-là,
tu vas avoir du mal de toute façon à avancer. Je pense que tu vas être plutôt même bloqué parce que la question du financement arrive toujours dans tous Ouais, les bien sûr. business, tu vois? Donc je pense que c'est, un chemin à prendre le plus rapidement possible et d'ailleurs, toi, est-ce que tu vois, bah, pareil, hein, dans les entreprises que tu peux accompagner, qu'il y a des initiatives, tu vois, qui vont aller autour de moi, souvent, je prends, la data, la mobilité, la nourriture. Heu, on va peut-être pas parler des vêtements, parce que dans le travail, est-ce que vraiment tu as des vêtements? Quoique si, dans Ouais. plein de secteurs, tu as des vêtements, tu vois? Sur ces 4 points-là, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des initiatives qui sont mis en place parce que finalement, c'est ce qui est le plus énergivore et qui va avoir, potentiellement une empreinte carbone énorme, tu vois? Sur laquelle on Ouais. pourrait potentiellement réussir à travailler et à la diminuer et je tiens juste à souligner que attention, il y a comme mauvais impact sur l'environnement, il n'y a pas que le carbone, parce qu'on parle beaucoup du carbone, mais il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, tu vois, sur ces 4 secteurs, est-ce que tu vois que quand même, il y a des changements de pratiques? Alors, 2 choses. D'abord, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, je dirais que le carbone n'est vraiment pas ce que j'estime prioritaire. On a beaucoup plus de problèmes d'eau aujourd'hui. On a commencé à le voir, notamment en France. On a des problèmes de terre aussi, parce que bah, la terre, on est en train de l'appauvrir au fur et à mesure qu'on continue à la booster avec des systèmes chimiques, en fin de compte. Et on finit par prendre des systèmes chimiques avec lesquels on a boosté la terre. Donc à mon sens, on a plus des problèmes d'eau, de terre et de biodiversité. Ça, c'est les sujets qui sont au cœur du sujet, du thème. Moi, je dirais que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est un peu l'exemple que j'ai passé tout à l'heure. Ça vaut le coup de lancer la réflexion, bien sûr. La réflexion, elle fait sens quand l'entreprise a déjà passé son scale. À ce moment-là, je trouve qu'elle fait encore plus sens. Et puis, le RSE est très vaste aujourd'hui. Donc, on est tous en train de tâtonner avec le RSE, etc., etc. Donc, je dirais pour moi, j'aime bien revenir un peu à cette idée-là. On a vraiment besoin de réinventer les systèmes clés, quelque part. Et les systèmes clés, on a plus des problèmes aujourd'hui de supply chain. Tant qu'on fera venir les choses de je ne sais pas où, c'est un sujet, voilà, globalement. Et tant qu'on a une logique de production qui privilégie, et c'est pas pour rien que j'ai passé l'exemple de la bouteille d'eau. Voilà, donc la construction est un sujet aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on continue à construire du neuf, c'est un problème. On devrait passer, on est passé d'ailleurs, heureusement en France, sur de la rénovation. La réinvention, elle se fera beaucoup plus, à mon sens, techniquement par du Kaizen, évidemment un peu de mesure, évidemment introduire un certain nombre de choses, mais je dirais après, tout dépend de la maturité du business. Voilà. Pour une grosse entreprise, ça vaut le coup effectivement de pas tarder à commencer sa réflexion. Donc toi, tu dis que c'est un petit peu les objectifs et les ambitions à avoir pour les 10 prochaines années en matière de durabilité pour les entreprises? Oui, ben c'est ça. Moi, je positionnerais plus le sujet à ça vaut le coup que les entreprises fassent un exercice qui est en 2030, on n'est pas à 10 ans, et en 2040, comment je me positionne. Voilà. Un peu comme Toyota l'a fait. Toyota a une cible à 2050, mais ils ont donné aussi leur cible en 2030, moins 25% sur 2030, sur les émissions carbone par exemple, j'en ai un exemple bien sûr, et puis 2050, pure neutralité carbone, ça c'est très tendu. Mais je dirais que oui, ça fait plus de sens de le faire comme ça, en disant de manière comment je projette mon entreprise d'ici 10 ans, comment je la vois. Voilà. Personnellement, j'ai raconté de la mienne. La vision que j'ai, c'est une vision de transformation de l'humain dans un contexte d'intelligence artificielle, qui fait que l'intelligence artificielle, on voit que on est en exponentiel sur l'intelligence artificielle, et un jour, et peut-être pas dans très longtemps, la robotisation et l'intelligence artificielle vont toucher le fond de notre humanité, pour ne pas dire challenger l'humain que nous sommes. Et donc aujourd'hui, un des enjeux, c'est justement comment faire pour développer plus de capacités humaines
pour justement répondre à ce challenge. Et là, j'aurai des propositions qui vont commencer à s'éclaircir à partir de 2025. Pour l'instant, je teste différents modèles avec mes clients. Et puis en 2025, j'aurai donc mon RSE à moi, c'est un RSE en quelque sorte, de richesse humaine, potentiel humain, par rapport à un potentiel technologique. Voilà, c'est ce dont je crois. Et notamment aussi, une des manières à des vecteurs, c'est de passer par le corps. Parce que le taylorisme et le fordisme, qui est notre substrat, ce qu'on apprend en école de gestion aujourd'hui, en école de commerce, pardon, en école de commerce, ce qu'on apprend aujourd'hui, ce qu'on apprend en école d'ingénieur, c'est du taylorisme et du fordisme. On apprend un peu de lean, on fait un peu de lean par hasard, mais plus en technique. Mais le substrat de base, c'est du taylorisme et du fordisme, avec un peu de start-up et un peu de techno par-dessus. Globalement, c'est ça. Le sujet, c'est ça, c'est que le taylorisme et le fordisme, c'est les usines. On a en tête Charlie Chaplin, qui était traité comme un robot. D'accord. Donc, on avait une échelle hiérarchique, on a des hiérarchies, on a des gens qui sont des spécialistes de marketing, spécialistes d'ergonomie au travail, spécialistes de qualité de vie au travail, spécialistes de biodiversité, spécialistes d'ingénierie robotique, etc., etc. On a des spécialistes et qui vont instruire l'humain à faire son boulot. D'accord. Voilà. Demain, l'humain, s'il est traité comme un robot, ben on le remplace par un robot. On est clair. Donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait collectivement pour upgrader l'humain. Voilà. Et donc là-dessus, le système Toyota propose une base, je rajoute d'autres bases par-dessus, et justement, le système Toyota, c'est bien un système d'upgrade d'humain au travers de rituels, de problem solving, de cercles de qualité, etc., etc. Ça, c'est un sujet. On arrive un peu à la Ouais. fin de cet épisode et je voulais que tu nous donnes 5 idées pour cultiver notre écologie intérieure. Je pense que tu sais que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, Ouais. puisque, ben, ok, on accélère en 4 mois, on a des méthodes, on est à fond tout le temps, mais comment on fait pour durer vraiment sur le temps en mettant potentiellement des pratiques, avoir des routines pour pouvoir ben, tenir bon. Alors Ouais. toi, qu'est-ce que tu nous conseilles? Comment tu fais dans ton écologie intérieure? Tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais Ouais. un peu développer? Bien sûr, ben, et même vis-à-vis de mes recommandations vis-à-vis d'un client. La première écologie, c'est de se dire, on essaye, non, on n'est pas, c'est pas on essaye, c'est que on prend une priorité à chaque fois, et l'art, c'est de choisir la bonne priorité. Donc ça, c'est la première écologie. Je ne fais qu'une seule chose à chaque fois, et puis je me donne un peu de temps, 3 4 semaines, pour résoudre cette chose, et puis entrer en déploiement dans les prochains mois. Donc, et c'est un peu ça le point, c'est qu'on confond beaucoup sur activité, sur travail et sur résultat. Ça n'a rien à voir. Vous voulez avoir des résultats, moi je le sais parce que bon, ben, je suis en un an, je suis arrivé dans les top 200 LinkedIn. C'est évident que j'ai résolu un problème à chaque fois. Et à chaque fois que j'entre avec un dirigeant, lui il veut me parler de 40 000 choses, je lui dis, rien à fiche, on va travailler une chose et on va garantir que cette chose, elle est game changing pour toi. Voilà, première chose. Donc l'élément de l'écologie, c'est on arrête de surtravailler, on arrête de surperformer, on ne fait qu'une seule chose, mais on la fait du début à la fin et on garantit, on s'oblige à avoir des résultats très rapides, d'accord? Pour pouvoir passer à autre chose, par exemple. Première chose. Donc la bonne priorité et le focus absolu pour résoudre cette affaire-là. Et pour moi, c'est la base. La deuxième chose, c'est que on se lie à ou du plaisir et ou de la beauté, donc et sans s'obliger. Donc c'est important d'avoir justement des moments où on vit notre plaisir, on reprend possession de notre corps, parce que notre base biologique, elle est vraiment importante, et elle est souvent maltraitée par nous, parce qu'on est tellement pris dans l'objectif qu'on oublie tout le reste. Ça fait de très beaux burn-out en général. Donc moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est dansez, faites l'amour si vous pouvez, dansez, et faites-vous plaisir.
Pour moi, ce qui n'est pas plaisir, c'est d'aller dans une salle de musculation pour gonfler ses muscles. Évidemment, c'est pas du plaisir. Voilà. Ça ne veut pas dire que pour certains ça l'est pas, mais en quelque sorte, c'est constituer une stature de guerrier, etc. C'est pas le. Moi, j'en dirais pas cinq, j'en dirais que deux ou trois. Et la troisième chose, effectivement, c'est l'espace de régénération. J'ai parlé de Tchernobyl tout à l'heure. C'est-à-dire que se mettre en quiétude, prendre des moments de sommeil, aller dans la nature. Hier, je suis allé dans ma forêt préférée pour regarder la comète. C'était absolument magique. Et c'est 1 heure et demie de pause où je me mets au milieu des arbres et je me mets en régénération complète. Voilà. Et ça permet, je peux très bien bosser, je bosse tous les jours, je bosse plusieurs heures par jour, tous les jours, même le samedi et le dimanche. Mais effectivement, ce moment de nature en train de regarder la comète, c'est un moment absolument délicieux. Génial. Je vais beaucoup m'inspirer de tes petites pratiques. J'adore parce que moi, j'aime bien changer, tu sais, j'aime pas la routine. Donc pour cultiver mon écologie intérieure et ben, à chaque épisode, je prends, des petites bonnes pratiques. Ouais. Maintenant, on arrive à la question signature de nos podcasts qui est: Ouais. «What's your green plan?» Donc c'est quoi ton plan de croissance durable pour toi, là, pour les 10 prochaines années? Bah, en fait, c'est ce que j'ai partagé, c'est vraiment la durabilité, c'est garantir qu'on développe les potentiels humains, la richesse humaine. Le cœur de la vision se trouve à ce niveau-là. Donc, l'humain, c'est plein de choses, c'est pas seulement de l'ADN. On le réduit justement à des choses, à de l'ADN, etc. Non, c'est une énorme richesse. Ce sont des expériences, ce sont des affects, ce sont des émotions. C'est un corps aussi. Et donc, de retirer de cette base humaine, de ce substrat humain qui est très riche, quelque chose de nouveau potentiel, de nouveaux infinis, c'est aujourd'hui le cœur de ce que je développe. Alors maintenant, comment on fait pour te retrouver, pour te suivre, pour t'écouter, pour te lire? Et si tu as Ouais. envie de partager des ressources, potentiellement, vas-y. Mais en tout cas, déjà, comment on fait pour te retrouver? Alors, ben, sur LinkedIn, Antoine Blanchis, avec un Y. AntoineBlanchis.com, maintenant devient ma signature. Donc, j'ai un site aussi aujourd'hui. Et c'est les deux points principaux pour me retrouver. Et dans les deux, il doit y avoir mon numéro de téléphone et aussi mon email pour un contact rapide, on va dire. Voilà. Super. Eh ben, écoute, merci. Moi, comme d'habitude, j'ai adoré t'écouter. Merci. Non, mais vraiment, enfin, je trouve que tu apportes, toujours de la valeur et puis, en fait, je trouve que à chaque fois que tu dis quelque chose, c'est hyper pertinent. Ça arrive au bon moment, c'est Ouais. impactant. De quoi s'inspirer justement. Ça donne vraiment envie de faire ton programme, ça donne vraiment envie d'être accompagné par toi. En tout cas, merci d'avoir pris le temps, même merci d'avoir accepté, l'invitation. C'était comme tu sais un sujet qui me tient à cœur et puis je Ouais. savais que tu y répondrais, avec, toute l'authenticité que tu as, l'honnêteté et la transparence. Donc, merci à toi Antoine. Merci Alexia pour l'invitation, superbe, très beau sourire et belle présence aussi. Merci, à très vite. Merci.